Suite au brillant discours de notre président en exercice, je regrette de ne pas avoir salué mes vieux copains. Salut vieille planche. Alors, c'était un jour d'avril, pas le 1er avril, mais le 10, qu'un appel était lancé par une douzaine de systématiciens. Il y avait 2 palynologistes, un anatomiste, 2 zoologistes spécialistes d'amphibiens et reptiles, comme on dit quand on ne craint pas les groupes paraphylétiques, 2 entomologistes, une spécialiste des ascidies, ou si vous préférez de cordées non vertébrées, 3 paléontologues de vertébrés, enfin, au total 12 systématiciens qui lancent un appel. Un appel qui a été pris au sérieux, il l'était d'ailleurs, et cet appel proposait un questionnaire aux systématiciens en plein exercice ou à mi-temps ou intéressés par la systématique ou utilitaires de la systématique, dans le but de créer une société française de systématique. Cet appel a reçu un écho indéniable et nous sommes réunis forts de 350 réponses pour voir ce que l'on pouvait faire à propos de la création. Donc, le 29 mai était finalement admis la création de cette société de systématique en fonction des réponses des uns et des autres, et une assemblée de création était prévue pour le 14 juin. Donc avec à l'ordre du jour les réponses recueillies, une préparation des statuts. Le 5 octobre de la même année, finalement, se tenait la réunion de fondation de la société, avec un conseil provisoire élu. Daniel Gouget était le président, Jean-Pierre Hugo le secrétaire. Et c'est le 4 décembre que les statuts étaient déposés. La Société française de systématique était donc née légalement ce jour-là. Donc très vite, dès le 2 décembre, Jean-Pierre Hugo nous envoie une lettre de convocation pour une réunion du 8 janvier. On fait le point sur les statuts et on annonce à ce moment-là la prochaine Assemblée générale. Alors, dans la foulée, la Société crée le bulletin de la Société française de systématique, un numéro 00, un numéro 0, et enfin un numéro 1, et le numéro 1 où on va trouver le compte-rendu de la première Assemblée générale et en même temps de la première réunion annuelle de la Société. On n'était pas à cette année-là à se dire qu'on allait en faire une quarantaine. On l'espérait sans doute. Donc cette réunion s'appelait systématique et informatique. J'imagine que Daniel a prévu de vous en parler. Et s'il n'a pas prévu, je vais en parler et le citer d'ailleurs, lui, en fonction de ce qu'il a écrit à propos de cette réunion. Donc, dans la réunion, il était question de banques de données, d'identification assistée, de systématique numérique phénétique, de systématique numérique phylogénétique. Autrement dit, quelque chose à la page. D'ailleurs, Daniel écrit dans le numéro 1 du bulletin « Il était utile de faire le point, de présenter l'outil et ses possibilités, de permettre aux créateurs et aux utilisateurs de logiciels d'exposer leurs résultats, surtout de dégager les avantages et les inconvénients de ces méthodes, leurs limites et les perspectives d'avenir pour notre discipline avec la généralisation de la micro-informatique dans les laboratoires. » La systématique ne pouvait donc plus être qualifiée de passéiste, CQFD. Alors, après l'élection du premier conseil de la société, le 10 mai, le bureau se réunissait le 21 et Loïc Mathil
des premiers présidents en exercice de la société, Jean-Pierre Hugo, secrétaire. Alors, Loïc Mathil, trop tôt disparu, mais à son propos, on peut paraphraser la chanson de Brassens, Les copains d'abord. 24 ans après, il manquait encore qu'aucun de sort. À ce moment-là, la société annonce la publication d'un annuaire. Apparemment, il va y en avoir un prochain, là, pour les 40 ans. D'un livre blanc de la systématique et d'une revue, une nouvelle revue, qui devait s'appeler Systéma, dont vous avez ici la maquette. Et ce premier numéro de Systéma devait publier la thèse d'Alain Dubois sur le genre en zoologie, essai de systématique théorique. Il y avait des problèmes de diffusion, de droit, bref, ça ne s'est pas fait, mais le travail a été publié, bien sûr, et la revue a vu le jour, néanmoins, sans la citation en latin qui se situe sous le titre Systéma. Et là, c'était Claude Dupuis qui avait dit à Loïc Mathil de ne pas trop prêter le flanc à la critique. Citer Linné en latin à propos d'une nouvelle revue, c'était peut-être un petit peu exagéré, un petit peu osé. Donc du coup, la revue s'est appelée Biosystéma et la citation de Linné a disparu. En plus, la petite synthèse d'arbres phylogénétiques de divers styles n'a pas été utilisée, mais n'a pas été perdue pour tout le monde. Dans la foulée, le logo était dessiné, ainsi que le papier à lettres, par Dominique Visset. Aujourd'hui, le logo, d'ailleurs, est un peu plus surchargé, il est moins parcimonieux sur le plan esthétique. Mais pourquoi tout cela? Vous allez me dire, et surtout, que vient faire Louis Thaler qui donne le titre de cette présentation? Alors, l'appel lancé insistait sur la dynamique de la société face à une incompréhension. Et donc, cette discipline, était-il écrit, demeure considérée par nombre de biologistes français et de responsables de l'orientation et du financement de la recherche comme une discipline mineure et dépassée. Donc, il fallait faire connaître et défendre la systématique auprès des instances dirigeantes de notre pays. Et il se trouve que parmi les biologistes français responsables de l'orientation et par conséquent du financement de la recherche à cette époque se trouvait Louis Thaler, un des biologistes les plus influents de sa génération, selon les mots d'Artemberger et de Michaux, ce qui est indiscutable. Alors, Louis Thaler, en 1957, jeune agrégé, fait un séjour à l'American Museum of Natural History à New York et il s'immerge dans les concepts, les méthodes simpsoniennes de la systématique dans le département de paléontologie et géologie du muséum. George Geller Simpson est d'ailleurs le directeur du muséum à l'époque. Et donc, Thaler va être nourri de ces principes et sa paléontologie deviendra celle des lignées phylétiques et son domaine de prédilection, les rongeurs. Thaler soutient sa thèse en 1964 et il est à l'origine, il est l'un des pionniers de la reprise des fouilles paléontologiques dans les phosphorites du Quercy à la fin des années 60, à propos desquelles, d'ailleurs, et ça mérite d'être souligné, une réunion interuniversitaire s'était tenue afin de coordonner les fouilles paléontologiques dans le Quercy en toute collaboration et en toute harmonie. Des fouilles qui se poursuivent encore aujourd'hui. Alors, en 1981, Thaler fonde l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, le fameux ISEM. Si vous allez sur le site de l'ISEM,
le site se présente, vous ne trouverez nulle part une mention comme quoi cet établissement a été conçu par Louis Thaler, avec l'aide de Nicole Pasteur, qui était spécialiste d'électrophorèse. C'est un peu dommage. Les choses se font parce que souvent, la plupart du temps, certains veulent faire ces choses. Elles ne se font pas ex nihilo, émergeant d'une institution quelconque. Donc, pour la première fois, cette institution regroupe des néontologistes et des paléontologistes dans le but d'étudier l'évolution. Cet institut est à peu près le résultat de 10 ans de promotion de la biologie des populations en France. Car sans jamais vraiment l'abandonner, Thaler s'est peu à peu éloigné de la paléontologie pour se focaliser sur la dynamique des populations, la biologie au niveau de l'espèce. Donc Thaler pensait être dans la droite ligne de Darwin, qui s'intéressait à l'origine des espèces et qui considérait que les variétés des espèces en voie d'émergence et ne les distinguait quasiment pas les unes des autres. Et donc, Thaler pense que la systématique doit se préoccuper de la spéciation, donc de la biologie des populations, autrement dit, de la catégorie de base, la catégorie espèce. Le systématicien se retrouvait contraint de travailler à la lisière des niveaux interspécifiques et intraspécifiques. Et cette idée a été ressentie, c'est plus qu'une idée, ce projet a été ressenti par nombre de systématiciens comme étant profondément réductionniste. Et au moment où la phénétique et la systématique phylogénétique, qu'on appellera assez vite la cladistique, finalement étaient en pleine émergence au niveau international. Mais au CNRS, en matière de biologie, la systématique, mais la phylogénétique aussi, étaient considérées comme des disciplines mineures. En fait, les parents pauvres de la biologie, et encore il y a quelques jours, Jean Lescure me disait qu'en tant que zoologiste du CNRS, il avait eu à souffrir de cette façon de juger les travaux des collègues systématiciens dits traditionnalistes. D'ailleurs, à l'époque, il faut savoir que la revue de référence Systematic Zoology, qui s'est appelée depuis Systematic Biology, était quasiment introuvable dans les bibliothèques universitaires. Thaler, biologiste influent et évolutionniste reconnu unanimement, négligeait lui aussi ce domaine, ses recherches. Autrement dit, l'appel du 10 avril, qui qualifiait ces méthodes de renouveau méthodologique spectaculaire, essayait d'empêcher finalement la disparition en France de disciplines qui étaient en plein essor sur le plan international. Et donc, la douzaine de systématiciens appelait à la création d'une société qui pourrait représenter la systématique dans son unité, je cite les mots, et sa diversité. Alors, on connaît la suite. 40 ans plus tard, il existe encore des systématiciens et des phylogénéticiens en exercice, et on peut dire que c'est un peu grâce à la SFS. Pas seulement, bien sûr, mais ça a joué. Alors bien sûr, la biologie moléculaire a envahi la phylogénétique, et bien sûr que les paléontologues, quand ils veulent publier de la phylogénie, bien on leur suggère très très fortement d'adosser leurs résultats sur un molecular backbone. Les temps sont toujours aussi durs, mais enfin, bon, on est entre nous, on peut encore en discuter. Et je vais citer donc deux sociologues, deux anthropologues des sciences qui se sont penchés en 2013 sur la systématique, Dumoulin, Kervran et Olivier, qui écrivent, après avoir analysé le travail et le fonctionnement des systématiciens, donc au XXIe siècle, écrivent « La fenêtre d'opportunité des arènes de la biodiversité n'a servi qu'à relabelliser une pratique dominée au sein d'un régime lui-même dominé, sans changer la situation structurelle de la discipline. »
c'est vrai. Et au moins, pour se consoler, on peut affirmer qu'aujourd'hui, on peut faire de la systématique et de l'évolution au-delà du niveau populationnel. Alors, la position de Thaler vis-à-vis de ce qu'il considérait comme la seule voie visant l'étude de l'évolution, le niveau populationnel, la spéciation, autrement dit la microévolution, tenait plus d'une certaine manière de Mayr que de Simpson. Parce que Simpson parlait volontiers aussi de macroévolution, de mégaévolution même. Mais je crois que c'est en fait une sorte de fidélité paléontologique à la notion de granulisme, indiscutablement, mais aussi surtout de lignée phylétique, que l'on peut analyser la position de Thaler. Et ce qui est très curieux, c'est que lui-même insistait dans ses enseignements pour dire qu'il fallait soigneusement séparer l'image de la relation ancêtre-descendant du mécanisme évolutif proprement dit. Or, le modèle de la lignée phylétique se fonde presque totalement sur un mécanisme évolutif particulier, l'anagénèse. Et en contradiction avec la spéciation allopatrique, qui était le cheval de bataille d'Ernst Mayr, comme chacun sait. Et ce paradoxe éclate littéralement lorsque Thaler critique, et sans nuance, les équilibres ponctués d'Eldredge et Gould quand ils émergent. Dans un article intitulé Le nouveau saltationnisme, Thaler écrit en 1983 « Spécialiste d'un groupe, les rongeurs, dont la paléontologie fournit une image évolutive apparemment graduelle, je suis tout disposé à admettre, s'il le faut, que cette apparence recouvre une succession de sautillements, les équilibres ponctués, qu'il est difficile, voire impossible, de discerner chez les fossiles. » À première lecture, on peut considérer que cette phrase est extrêmement prudente, bien avisée, mais en réalité, Thaler va continuer à critiquer les équilibres ponctués, en fait, critiquer toute image paléontologique qui sortirait de l'apparence graduelle, ce qui est le cas des équilibres ponctués, qui sont l'application du modèle allopatrique dans la dimension chronologique. Rien de plus. À ce niveau-là, évidemment, après, les réflexions de Gould sur la macroévolution vont se greffer là-dessus, mais au départ, il n'était question que de voir l'allopatrie, la dimension spatiale et chronologique en même temps, ce qui est très difficile en paléontologie. Mais ce n'est pas impossible. Et il me semble que Thaler a très vite fait la synonymie entre la difficulté qu'il évoque et l'impossibilité qu'il évoque également. Le succès de l'appel du 10 avril 1984 fut considérable et les premières années de la Société française de systématique furent triomphales. N'ayons pas peur de le dire, en 1986, la Société comptait 446 membres. Thaler était quelqu'un de pragmatique. Il se rendit bien compte qu'il fallait compter avec la SFS, avec ce succès. Et c'est pourquoi, cette année-là, 1986, il adresse au Conseil sa candidature. Et 6 membres sont à renouveler. 9 candidats se présentent et les résultats du vote sont donnés lors de l'Assemblée générale du 18 mai 1987. La SFS est bonne fille, mais les systématiciens sont rancuniers. Thaler arrivera bon dernier et ne fera pas partie du conseil de la SFS. Aujourd'hui, je le regrette, parce qu'on pouvait discuter avec Thaler, mais il fallait bien manier la dialectique. En tout cas, je pense que les discussions auraient été pittoresques et instructives. Je vous remercie de votre attention.